Alors, je vous présente un très grand vidéaste qui fait partie donc du projet. Il s'appelle Monsieur Gélas. Oui, c'est parce que Juan. Juan. je donne à Laurence. Toulonnais de naissance. Oui. Et grand ami. Merci d'être venu. Excusez pour ma voix, mais voilà. Donc, les questions pour parler de la décolonisation, pourquoi je me suis intéressée. En fait, c'est pas du tout un sujet pour moi, c'est pas un sujet de discipline. Je me suis pas intéressée de manière académique ou scolaire. C'est parce que j'ai grandi à l'île de la Réunion, qui est une colonie française, qui était une colonie esclavagiste, puis une colonie de peuplement, et qui est toujours dans la République française. Et j'ai grandi dans une famille de militants anticolonialistes. Mon père et ma mère et mon oncle a été un avocat des nationalistes algériens, puis de palestiniens. Donc j'ai vécu aussi en Algérie, longtemps après l'indépendance, mais quand même, et qui pour moi c'était de vivre dans un pays qui s'était libéré du colonialisme et de m'intéresser aussi là. Alger était à l'époque une ville très pleine de vie, justement intellectuelle. La cinémathèque était extrêmement vivante, on voyait des films partout, c'était vraiment une éducation. C'est-à-dire on recevait une éducation, c'était pas simplement de vivre à Alger. Donc j'ai reçu vraiment au cours même de ma vie, là où j'ai vécu, une éducation, c'est-à-dire de ce que j'entendais, de ce que je voyais, qui m'a constamment intéressée à la décolonisation comme libération. C'est-à-dire que la décolonisation pour moi n'est pas une étape, c'est pas le moment des indépendances. Et d'aucuns peuvent penser que je me suis obsédée par la colonisation, que je pense que c'est que ça, parce que justement on y pense de manière historique. Voilà, c'est tel moment, entre tel moment et tel moment, puis c'est terminé. Moi je m'intéresse à la colonisation comme un système lié à la modernité occidentale, c'est-à-dire le moment où la modernité occidentale se forme, elle se forme aussi au moment où l'Europe se lance dans l'expansion coloniale. C'est-à-dire le XVIIIe siècle est le grand moment, le plus grand moment de la traite négrière. C'est-à-dire, vous avez au XVIIe, c'est entre 40 et 50 000 Africaines et Africains déportés chaque année. Au XVIIIe, on passe à 70 à 90 000 par an. Or, c'est le siècle, comme vous savez, des Lumières, c'est le siècle des révolutions, de la Révolution française, anglaise, américaine, et aussi, évidemment, surtout haïtienne. Donc, je me suis intéressée à ces paradoxes, je me suis intéressée et au fait que la colonisation est inséparable d'un régime de ce qu'on appelle le libéralisme en politique, de la démocratie libérale. Il n'y a aucune de ces républiques en Europe qui ne se soit formée en fait de ces passages de monarchie à des monarchies constitutionnelles ou de monarchie république sans que ce soit lié à des expansions coloniales et à des formes d'empire. Donc c'est cette naissance, cette coexistence qui m'a intéressée. Donc je ne suis pas une historienne de la colonisation, ce n'est pas comme cela que je m'intéresse. Je m'intéresse à la permanence de structure. Comment les choses reviennent. Alors, par exemple, pour être concrète, comment la plantation, le régime de la plantation, la manière de la plantation, qu'est-ce que c'est une plantation? C'est une monoculture. C'est de vastes espaces dont on a enlevé des forêts pour pouvoir installer cacao, café, tabac, sucre, coton, ou vignes, par exemple, en Algérie, avec un travail surexploité, des terres qui appartiennent à une personne, des terres qui ont été en général volées, très souvent spoliées, volées, avec un changement de loi pour justifier l'appropriation par des personnes venues de l'extérieur, ce qu'on appelle des colons, de cela. Travail surexploité, monoculture, et lien avec les banques, le système mondial de banques et d'assurance. C'est-à-dire, la plantation n'a jamais été un petit truc perdu avec, je sais pas ce qu'on pourrait voir dans des films. C'était des personnes très liées au marché mondial, au marché global, qui connaissaient quel était le cours du coton, le cours du sucre, qui savaient spéculer, qui savaient gagner, qui savaient aussi que leur main-d'œuvre était un capital. Ce n'était pas seulement une main-d'œuvre exploitable, c'était un capital. Puisque finalement, l'esclavagisé comptait comme comptait un meuble, puisque c'était dans le code noir un objet meuble, mais même dans d'autres colonies esclavagistes. Donc c'était un capital. C'était un capital au point où, par exemple, vous avez des femmes
dans les colonies qui possèdent des esclaves et qui comprennent que c'est un capital pour elles. Et donc quand par exemple elles épousent un esclavagiste, un autre grand propriétaire, elles exigent dans le contrat de mariage que ces êtres humains resteront leur propriété. Parce qu'elles peuvent ensuite spéculer dessus, elles peuvent les louer, elles peuvent les vendre, elles peuvent les échanger. Et ça leur reviendra à elles. Donc cette question de comprendre que l'être humain est un capital naît vraiment avec l'esclavage. Parce que c'est lié aussi donc au système bancaire. Et vous avez d'ailleurs des femmes qui possèdent des esclavagisés, qui sont à Londres ou à Paris, et qui recevront des compensations financières à l'abolition de l'esclavage. Elles n'ont jamais vu une colonie, elles n'ont jamais rencontré la personne dont elles sont les propriétaires, mais c'est un capital sur lequel on va les rembourser, pour lequel on va les rembourser. Donc cette question de main-d'œuvre comme un capital, qui n'est pas simplement donc un capital à exploiter, un capital financier, va être aussi important. Or, que sont aujourd'hui les vastes domaines de l'agrobusiness, sinon en fait finalement une imitation de la plantation, de vastes espaces dans lesquels on va mettre que du maïs ou de l'huile de palme, ou va-t-on savoir, enfin, ou on continue le cacao, d'autres choses. Donc il y a des permanences de structure, il y a le fait que cette modernité a installé une globalisation de commerce, qui a lié et qui est toujours là, qui simplement s'est amélioré, est devenu de plus en plus sophistiqué. Mais ce fait de cette relation où le Nord s'enrichit de l'extraction et de l'exploitation du Sud persiste. Tout ce qui était produit dans les colonies venait en Europe enrichir l'Europe. Il faut savoir que, par exemple, quand on dit enrichir, aujourd'hui on voit le prix du sucre, le prix du tabac, on a l'impression que ce n'était pas très important. À l'époque, c'était extrêmement important. C'était des revenus énormes. Et par exemple, Saint-Domingue, qui est devenu Haïti, était la colonie qui fournissait la moitié du sucre consommé dans toute l'Europe au XVIIIe siècle, et donc qui rapportait aux planteurs de Saint-Domingue, futur Haïti, d'énormes revenus. Et pour voir aussi comment les choses circulent, par exemple, c'est à la révolution de Saint-Domingue, beaucoup d'entre eux vont revenir en France, notamment dans la région Aquitaine, puisque beaucoup d'entre eux étaient natifs de la région Aquitaine, et ont pu, à ce moment-là, créer des grands vignobles, dont certains sont toujours là aujourd'hui, mais enfin peut-être achetés par d'autres. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que la question de la circulation du capital est déjà mise en place énormément à l'époque. C'est la construction de palais aussi qui est possible. C'est par exemple quand les normes sommes de compensation vont être payées en Angleterre, ça va soutenir le développement du rail, le développement de la révolution industrielle. Donc le côté d'esclavage, rupture totale, on passe à l'industrie, c'est pas vrai. C'est vraiment imbriqué. Les choses sont imbriquées. Donc j'aime voir comment les choses sont imbriquées. J'aime aussi comprendre comment on construit du consentement à des choses qui sont, qu'on dirait tout de suite, mais enfin comment c'était possible. Et pourtant, oui. C'est-à-dire pourquoi finalement l'esclavage, la traite dure 4 siècles. Je veux dire que quand même, comment ça marche? Ça marche quand même si ça ne va pas du tout. Il y a des condamnations assez tôt de philosophes en Europe, et évidemment dans les colonies, des insurrections sans fin, des révoltes, des fuites, ce qu'on appelle le marronnage. Enfin, ça n'arrête pas, des révoltes sur les bateaux, ça n'arrête pas. Il n'y a pas un jour sans insurrection, sans révolte, ça dure 4 siècles. Qu'est-ce qui se passe? Comment on fabrique le consentement à ces choses-là, comme le pouvoir réussira à fabriquer du consentement à la colonisation post-esclavagiste, la colonisation de l'Algérie, du Sénégal, enfin je parle pour la France, là, de Madagascar, et de ce que les Français ont appelé l'Indochine. Je veux comprendre ça parce que je me dis, il faut comprendre que ça ne passe pas que par la force, évidemment. Évidemment, il y a l'écrasement, les massacres coloniaux, les génocides, mais ça passe aussi par offrir quelque chose. Alors, pour l'Europe, c'est les choses qui arrivent et qui adoucissent la vie, quand même. Et puis aussi le sentiment rapide d'appartenir à quelque chose de grand, de quelque chose de puissant, de quelque chose, je veux dire, la France tout d'un coup va se retrouver à la tête d'un immense empire colonial, quoi. Alors l'Angleterre encore plus, mais vraiment ce qu'on disait, quoi, la France de Dunkerque à Tamanrasset, enfin ces phrases, tous les textes dès qu'il y a l'école républicaine au XIXe siècle, les manuels scolaires sont remplis de cette fierté d'avoir, de conquérir, les explorateurs sont montrés en héros, enfin je veux dire tout ça on montre
les Noirs et les Arabes comme des gens absolument barbares, sauvages, à moitié nus avec des lances, qui font des choses horribles, et eux qui amènent la civilisation. On voit des photos avec l'instituteur qui écrit, enfin je veux dire. Donc cette impression vraiment d'apporter la civilisation avec des descriptions décolonisés, soit comme des enfants qu'il faut justement amener vers la lumière, hein, et que peut-être ils y arriveront, ou soit comme vraiment des personnes qu'on ne peut vraiment pas sauver et qu'il faut quand même beaucoup éliminer. Alors il y a toute une construction, on pourra en parler, on va passer de l'Afrique, du monde musulman, ça c'est plutôt vers le 19e siècle avec tout l'orientalisme, c'est-à-dire comment aussi ça va entrer dans l'art, dans la culture, dans la littérature. Donc pas simplement les choses qu'on trouve dans la vie à acheter, mais aussi comment tout ça, ça enrichit la vie. Ça rend la vie plus agréable, plus confortable, plus diverse. Il y a des belles choses qui arrivent, des tapis. Enfin, je veux dire c'est un certain confort et puis une certaine idée d'être dans un pays qui ouvre sur le monde. Du côté l'autre, pour moi, c'est les colons. Qui sont les colons? Les colons, ce n'est pas simplement des grands propriétaires. On le sait, la France, pour continuer sur le sujet français, va c'est exclure des révolutionnaires de 1830 en les envoyant en Algérie, en 1848 en Algérie aussi ou ailleurs, en 1871 c'est la Nouvelle-Calédonie où on envoie des communards et aussi les insurgés de Kabylie. Donc certains de ceux qui sont envoyés vont devenir colons. Et être colon, c'est prendre la terre de quelqu'un. Vous n'êtes pas colon sans prendre la terre de quelqu'un. Vous arrivez quand même chez quelqu'un d'autre. Et vous lui prenez sa terre. Et en plus, les lois vous légitiment le vol, vous disent que vous êtes le propriétaire. Ça, c'est très clair quand on étudie la loi en Algérie, par exemple, toutes les lois qui font que tous les titres de propriété qui existaient dans ce pays ne sont pas reconnus comme légaux. Et donc, finalement, ce n'est pas légal, donc on va instituer. Donc, comment les lois justifient cela? Les lois sont très importantes. Ce n'est pas seulement la question de la représentation, c'est la question des lois. Et comment le colon, pour parler comme ça, cette figure, va aussi être un personnage extrêmement important dans les constructions de la République et de la démocratie. Et cela perdure aujourd'hui. Le terme colon est tout à fait utilisé de manière très banale aujourd'hui en Palestine et ailleurs. On parle de coloniser Mars, je veux dire, le terme colon, la colonisation, reste quelque chose de très 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 présent. Donc ça, c'est moi ce qui m'intéresse, c'est comment donc, on construit le consentement et aussi comment, évidemment, se construit l'opposition. Sur quelle base se font les oppositions? Qu'est-ce que les oppositions? À quoi ça révèle? Comment sont utilisés les poèmes, le chant? Comment circulent les idées? La création de journaux. Et donc, c'est un peu, et pour moi, c'est en fait à partir de questions d'aujourd'hui que je regarde derrière. Je ne pars pas de derrière pour expliquer, je pars à partir d'une question qu'il y a aujourd'hui. Donc, comme quand, par exemple, Pierre parlait de ce livre de la violence coloniale dans l'espace public, c'était au moment de 2020, quand il y a eu le début des déboulonnements de statues. En fait, les médias ont parlé tout de suite du déboulonnement à Bristol, de cet Anglais qui était esclavagiste. Or, ça avait commencé auparavant en Martinique, avec le déboulonnement de 2 statues de Schœlcher par des jeunes Martiniquais. Et j'avais trouvé ça très intéressant que ceux qui étaient déboulonnés n'étaient pas un esclavagiste, Schœlcher n'était pas un esclavagiste, c'était pas non plus un horrible, brutal colonisateur, c'était un républicain, partisan de la fin de l'esclavage, partisan de l'abolition de la peine de mort, du droit de vote des femmes. Mais il était pour la colonisation, parce qu'il pensait que la colonisation allait apporter démocratie et modernité à ces peuples plongés dans la nuit, comme il disait. Donc je trouvais ça très très important, je trouvais que c'était un geste vraiment intéressant, mais finalement il a été effacé par le déboulonnage qui a commencé au moment, évidemment, après l'assassinat de George Floyd et le mouvement Black Lives Matter. Donc je me suis intéressée pourquoi en France, très très rapidement, il n'y aura jamais de déboulonnage ici, la République ne déboulonne pas les statues, il n'y avait pas eu une seule déboulonnage en France, il n'y en avait qu'en Martinique, mais tout de suite une espèce de consensus, mais pas question, et vous effacez l'histoire. Donc j'ai voulu donc écrire ce livre avec Hachette Publishing parce qu'on avait fait j'avais avec le collectif Décoloniser les Arts dont j'étais cofondatrice, on avait fait des visites des coloniales dans Paris, notamment à la Porte Dorée. Parce qu'à la Porte Dorée, on trouvait c'est très, très intéressant parce que c'est le musée des colonies, l'ancien musée des colonies, aujourd'hui musée national d'immigration, un immense monument à Jean-Baptiste Marchand qui est un des grands explorateurs criminels,
Et là, c'est la France en Athéna qui porte le monde. Et alors Athéna n'est plus la déesse de la guerre, mais la déesse de la sagesse. Donc ça faisait un triangle. Le 12e est aussi l'arrondissement de Paris qui a le plus de noms coloniaux dans les rues et les places, pour des raisons X et Y. C'est aussi là qu'avait eu lieu la grande exposition coloniale de 1931. Et c'est en fait un arrondissement qui a été très détruit pour reconstruire justement dans cette visée d'exposition coloniale, hein, qui était un quartier très populaire, très ouvrier. Donc je me suis intéressée à ça pour dire que d'abord, les statuts, ce n'est pas de l'histoire, ce sont des choix politiques. Il y a un moment donné, une mairie décide qu'une statue sera érigée à telle personne. C'est un choix politique, c'est décidé, il y a un vote. C'est pas, ou alors, par exemple, la statue de Gallieni sur la place de l'école militaire à Paris, c'est la Ligue coloniale maritime qui l'a demandé. La statue de Lyautey, c'est d'autres coloniaux. Donc en fait, c'est ou une organisation, une association, ou la ville qui décide. Donc ce sont des choix politiques à des moments donnés. On voit à quel moment la statue de Gallieni est demandée, pourquoi, qui est derrière, ou la statue de Lyautey, ou la statue de Mangin, ou ce monument. Tout ça, c'est sur l'école militaire. L'école militaire à Paris, vous n'avez que des hommes, je dirais c'est l'école militaire. Alors, et il y en a plein comme ça qui ont tous été des généraux, des maréchaux des colonies. Et donc, d'abord, c'est un choix politique. C'est un choix esthétique, d'ailleurs. C'est aussi, évidemment, des statues d'hommes dans des positions militaires, dans des postures militaires. Donc, on ne peut pas dire que ce soit vraiment je ne sais pas, quand même, pour célébrer la paix et l'entente. Ce sont aussi, et qui rappellent, en fait, des épisodes absolument d'histoire sanglante et criminelle. Donc, c'est pas du tout des statues neutres, quoi. Et puis, de dire que de les enlever, ça enlèvera l'histoire. Non, l'histoire, ça s'apprend dans les livres, ça s'apprend à l'école, ça s'apprend pas avec les statues. Alors, d'une part, je n'ai jamais vu dans toutes les archives que j'ai consultées une pétition de Parisiennes et Parisiens demandant qu'une statue soit érigée à Gallieni. Je n'en ai pas trouvé. Je veux dire, ils ont Gallieni, puis voilà, ils ont fait discuter. Je n'ai jamais trouvé donc de pétition. Voilà. Et puis, quand on nous a demandé, enfin, parce que le déséquilibre à Paris, c'est un peu le même qu'ici. Hein, il y a, je ne sais pas combien de statues d'hommes, et puis il y a une vingtaine de statues de femmes. Et puis après, des statues féminines qui célèbrent la liberté, l'égalité, la République, la nation. Bon, ça, c'est plutôt des figures symboliques. Mais quand on m'a dit, mais alors vous voulez les remplacer, on a pensé que nous les coloniaux, on voulait remplacer cette statue par d'autres statues pareilles, c'est-à-dire on a un Gallieni, on veut un Césaire, on a un Lyautey, on veut un Léopold Senghor, on a dit mais non, pas du tout, on veut plus de statues. On veut que la ville soit libérée des statues. Elle soit libérée, il y a trop de statues, il y a quand même la statue, c'est un héritage de la monarchie. Ce sont les rois qui ont inventé les statues d'eux-mêmes, de se représentant de manière évidemment générale glorieuse. Pourquoi les rois, les empereurs, pourquoi on devrait continuer dans cette voie et donc repenser l'espace public d'une autre manière, c'est-à-dire décoloniser l'espace public, mais en travaillant ensemble, on travaille ensemble. Et qu'est-ce qu'on met comme mémoire et comme histoire dans l'espace public? On peut en discuter. Parce que finalement, peut-être tout le monde ne sera pas d'accord. Alors on va devoir négocier. Et pourquoi vous voulez mettre ça? Mais moi je veux mettre ça aussi. Et finalement, donc il n'y a pas de... ça doit se discuter, l'espace public. L'espace public, il n'est pas neutre. Il est construit par des forces sociales, donc il peut être fait autrement. C'est extrêmement important. Donc c'est à ça que je m'intéresse. Donc pour moi, la décolonisation, c'est un processus, c'est quelque chose qu'on regarde à partir d'aujourd'hui, et on regarde en arrière pour voir comment ça marche et comment ça marche encore aujourd'hui. Donc les systèmes d'extraction, d'exploitation, de monopole, comment des modèles ont été mis en place dès le XVIIIe siècle pour les monopoles par exemple, et pour les chartes qui créent les monopoles, qui font des monopoles, les lois du commerce qui émergent, les lois internationales du commerce qui émergent au XVIIIe et se renforcent au XIXe, qui sont dictées, qui sont en fait faites au nord et qui vont continuer. Donc comment il y a tout un système même de loi, un système juridique qui va se mettre en place et qui va non seulement évidemment qui va permettre cette continuité d'exploitation. Donc par exemple pour moi de regarder aujourd'hui comment fonctionne l'Organisation mondiale du commerce, comment fonctionnent ces organisations mondiales. Donc pas simplement de regarder ce qui s'est passé hier, mais comment ça se perpétue aujourd'hui. Donc la colonisation pour moi c'est quelque chose qui doit se poursuivre après l'indépendance puisque nous ne sommes pas dans un monde décolonisé. Et ce qui persiste donc du monde du colonial là-dedans. Donc c'est ça qui m'intéresse.
Postcolonial, donc on posait la question de postcolonial, c'est plutôt une école qui a été plutôt autour de la littérature, lancée par le grand théoricien palestinien Edouard Saïd, qui disait comment la littérature occidentale était contaminée, on peut dire, par le monde colonial. C'est-à-dire de regarder comment dans la littérature ça s'était fait aussi du côté, par exemple, féministe, sur de voir... how do you call that in France? Wuthering Heights. Les hauts de Hurlevent, pardon. Les hauts de Hurlevent. Et comment il y a des personnages qui apparaissent, et tout d'un coup, on voit que la personne vient d'une colonie. Mais c'est pas expliqué. Et je me souviens, quand j'enseignais Eugénie Grandet, j'avais signalé que la fiancée, enfin l'homme dont Eugénie est amoureuse, totalement amoureuse, on explique dans le roman, il va aux colonies, on ne sait pas où, quoi, et il reviendra plusieurs années plus tard riche. Donc il y a un côté comme ça, paf, mais ça existe quand même, quoi. C'est là, quoi, ça existe quand même. Puis, apparemment, on va aux colonies pour devenir riche, quoi, puis on revient. Et donc comment il avait étudié, et puis il y a eu des tas d'études sur la question de la musique, la peinture, enfin plutôt art et culture, notamment l'Orient. L'Orient a passionné les artistes européens, vraiment fin 19e jusqu'au début du 20e. Quoi. Ça a passionné, c'est vraiment toutes les disciplines, musique, peinture, opéra, tout ça ont été traversés par cet orientalisme. Donc qu'est-ce qui, par exemple, aujourd'hui, quand on a fait un travail avec le musée Eugène Delacroix, sur la question de l'orientalisme, c'était pas de regarder comment Delacroix était orientaliste, c'est comment l'orientalisme apparaissait aujourd'hui dans les séries télé. C'est-à-dire, dès qu'il fallait l'Orient, on voyait un chameau, puis on entendait le muezzin. Je veux dire, il faut entendre le muezzin, quoi. Tout de suite, on comprend, oui, d'accord, on est là-bas, quoi. Et puis, voilà. Donc, c'est comment des images qui passent et qui sont des clichés. Pour l'Asie de l'Est, ça sera des petites femmes qui courent comme ça. Enfin, je veux dire, il y a des tas de choses comme ça qui sont là aujourd'hui, quoi, qui ne sont pas du tout... Donc, de regarder aujourd'hui, de dire, mais c'est des traces de quoi comment ça s'est passé? Donc, c'est plutôt partir d'aujourd'hui et regarder après pour voir quels sont les fils qui amènent à ça. Quels sont. Et donc, par exemple, moi, j'ai travaillé aussi sur des fruits. Par exemple, je travaille sur la banane, à partir de la banane, ce fruit que tout le monde connaît, qui est partout, tout ça, que tout le monde mange, et de tirer les fils qui étaient comment c'est arrivé sur la table, comment c'est arrivé là, et donc de voir depuis, parce que en fait la banane est vraiment commercialisée par les États-Unis qui mettent la main dessus dans les années 1920, puis après c'est la découverte du réfrigérateur qui va permettre qu'on transporte les bananes depuis l'Amérique centrale jusqu'aux États-Unis, et de faire rentrer la banane dans les foyers comme un fruit formidable et tout. Et donc de voir, et de voir comment à partir d'un objet tout à fait banal, on peut tirer de la géographie, de la question de cuisine, la question des rituels, parce que les bananes servent énormément dans les rituels, la mode, parce que les fibres de banane ont servi au Japon pour faire du tissu, comme aussi toit, parce que ça protège beaucoup de la pluie, ça retient la pluie, les républiques bananières, c'est-à-dire les interventions de la CIA en Amérique centrale, la banane dans la musique, très très importante dans les années 50, absolument incroyable, vous ne pouvez même pas imaginer, dans la mode, avec même banane à République, banane et sexualité, et association de la banane au sexe masculin pour des raisons, voilà, en tout cas c'est comme ça, mais très 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 fort, donc ça permettait le cinéma, donc ça permettait de tracer plein de fils, comme ça, de tirer plein de fils, de montrer comment aussi se construisait quelque chose, un objet, avec des tas de branches qui n'étaient pas nécessairement en contact, mais qui quand même pouvaient. Jusqu'à aujourd'hui, par exemple, où c'était Monsanto qui travaille énormément pour trouver une banane au OGM. On dit OGM, c'est ça. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est là-dessus que je travaille. Donc, de la violence coloniale dans l'espace public, c'était là-dessus, avec de reprendre qui était Jean-Baptiste Marchand, qui sont ces gens qu'on célèbre. Et puis on pourrait le faire dans toutes les villes de France, évidemment. Et puis dans le livre, vraiment rapidement sur la question du musée, c'est quand j'ai vu justement aussi décoloniser, qui devient un mot banal, puisque maintenant on décolonise la mode, la publicité, tout, quoi, le plancher, le toit, tout ça. Et c'était quand même de redire que c'était un sujet sérieux, quoi. La décolonisation, c'est très sérieux, il y a des gens qui meurent pour ça, il y a des gens qui se battent. C'est pas une mode, quoi, c'est pas une métaphore. Mais c'était aussi, donc, en prenant ça au sérieux, pour moi, mon argument, c'est que la décolonisation du musée occidental est impossible.
Le musée occidental peut changer, peut avoir des réformes, peut connaître des tas de changements, mais ça ne sera pas quelque chose de décolonial. Son invention, sa structure même est coloniale, de telle manière, tellement fortement qu'il ne pourra pas s'en libérer. On ne peut pas se libérer. Il y a des structures qui sont beaucoup plus fortes, il y a des choses qu'on doit dépasser. Et puis, donc, mon argument, c'est qu'on est au XXIe siècle, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on veut garder, comment, qu'est-ce que c'est que la conservation, pourquoi montrer, qu'est-ce que c'est que l'objet, pourquoi préserver l'objet, comment les conserver, qu'est-ce qu'il raconte, comment on raconte les choses. Ces questions qui sont là depuis quand même de plusieurs années, mais qui aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait sur le vol des objets, la privatisation, le marché, tout cela, la manière dont les musées fonctionnent, on peut quand même se poser la question de penser autrement, d'inventer autre chose. Le musée occidental est absolument hégémonique. Tous les pays le limitent, hein, tous les pays du Sud limitent. Et tout le monde veut un musée comme le British Museum, comme le Louvre, comme le Quai Branly. Tout le monde, tous les États veulent ça. C'est lié maintenant aussi au tourisme, c'est lié au prestige de la nation. Si vous avez un musée avec une collection prestigieuse, ben ça reflète sur la nation qui est prestigieuse, sur le pays. Donc comment l'art sert aussi au récit national et à l'idée de la nation, et d'un certain état qui reproduit après des effacements et des silences. Donc voilà. Ça va ? Très bien. Est-ce que tu peux nous parler juste de ton expérience quand même parce que tu as eu une expérience à La Réunion sur justement un musée. Le projet n'a pas abouti, mais il y a une réflexion autour de cette question. Je m'ai beaucoup intéressée. À La Réunion, il n'y avait pas de musée quand j'ai grandi. J'ai connu des musées quand je suis partie. Quand je suis partie. Et maintenant, il y en a, mais qui sont des musées coloniaux complètement. Et je me suis toujours intéressée parce que je m'intéresse à la question visuelle. Ça m'intéresse, quoi. Le cinéma, l'image, la représentation. Et puis, il y a eu beaucoup de questions. Donc, il y avait ce projet de construire un musée à l'île de La Réunion qui était sur l'histoire du peuplement de La Réunion. Alors, La Réunion, vous savez, il n'y avait pas de population native. Hein. Quand les Français décident que ce sera la Réunion, il n'y a pas de population native. Donc, tout le monde, tous les gens qui ont peuplé sont amenés comme esclaves, Madagascar ou l'Est de l'Afrique, un peu même de l'Inde. Et puis ensuite, à partir des années 1830, même avant la fin de l'abolition de l'esclavage, les propriétaires commencent à comprendre que l'abolition va venir, donc font venir beaucoup d'ouvriers de l'Inde, Sud, Est, et aussi de la Chine, aussi de Nouvelle-Calédonie et d'autres endroits. Et puis toujours de Madagascar et du Mozambique, de la côte Est Mozambique. Ensuite, ça devient un département français en 1946. Bon, ça c'est vraiment l'histoire en 2 secondes et demie. Donc au début, ça a été confié, le programme, à une agence française spécialiste de monter des programmes scientifiques et culturels. Et ça se fait en 2 ans, et au bout de 2 ans, on demande à Karpana Meremoto, qui est un professeur à l'Université de La Réunion, un poète, un ami, et à moi-même d'évaluer le rapport. On le lit, on dit, vous pouvez le jeter. Parce qu'en fait, c'était présenté, il se passe ça en France, voilà ce qui se passe à La Réunion. Révolution française, qu'est-ce qui se passe ? 1848, qu'est-ce qui se passe ? D'abord, on dit qu'il y a des tas d'événements qui ont une signification en France qui n'ont pas du tout la même à La Réunion. 1848, c'est la Seconde République, le printemps des peuples. À La Réunion, c'est l'abolition de l'esclavage. Enfin, je veux dire, c'est vraiment... Donc, il n'y a pas des mêmes perceptions. Et puis ensuite, on disait que toute notre histoire ne commence pas avec la France. C'est-à-dire que nous sommes dans l'océan Indien, c'est-à-dire dans un océan avec des liens entre Afrique et Asie depuis des millénaires, bien avant que les Européens arrivent dans cette région du monde, avec des villes cosmopolites, je veux dire, il y avait des échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique. Bon, alors on dit, on va commencer, donc les temporalités, on va les changer, on ne commence pas avec la temporalité coloniale, mais avec la temporalité de l'océan Indien. Parce que les femmes et les hommes qui sont amenés sur cette île, ils viennent de lieux, développés, quoi, qui ont des civilisations, qui ont des commerces, qui ont des régimes politiques, des structures politiques, sociales, religieuses. Ils ne viennent pas de nulle part, ils ne deviennent pas des personnes en arrivant dans la colonie. Et quand ils arrivent dans la colonie, ils arrivent avec des langues, des mémoires, des conceptions philosophiques du monde, tout ça, qui ne s'effacent pas parce qu'ils débarquent sur, leur langue ne disparaissent pas tout d'un coup de leur cerveau. Ils continuent à parler Urdu, Balagashi, Shimaoré, enfin
les différentes langues. Donc on dit, mais cette manière de temporaliser était une manière vraiment de nouveau, c'est la France qui nous donne naissance. Voilà, en tant que... Donc on refuse. Et la spatialité, elle était perçue aussi parce que France, Réunion, il y avait un couloir là, puis on passait comme ça. Non, c'est plutôt comme ça dans ce sens. Apparemment, on n'apportait rien là-haut. Et on a dit, mais on est dans un espace, il y a Madagascar là, il y a l'Afrique elle est là, l'Inde elle est là, le monde, je veux dire musulman, tout ça il est là, le Gujarat, on sont venus beaucoup. Tout ça, enfin, notre espace c'est l'océan Indien, avec évidemment quand même la France, parce qu'on est que les France. Mais qu'il y a une périphérie, c'est l'Europe. Et la troisième chose, c'était en fait, comme vous savez, dans les musées occidentaux, enfin dans le musée occidental, pas dans le modèle du musée occidental, c'est l'objet qui est au centre. C'est l'objet qui raconte l'histoire. Vous avez un objet, il raconte l'histoire. L'objet raconte statue du XIIe siècle, Afghanistan, ou alors, bon, voilà, céramique des Aurès, ou alors masque du Mali, Nord-Est. Et bon, alors d'une part, moi je dis que le 15e siècle au Mali, ça ne veut rien dire. Ça, c'est une temporalité européenne. Pour les Maliens qui vivent là, ils ne sont pas en train de vivre au 15e siècle. Bon, d'une part. D'autre part, on prend quelque chose qui avait un sens affectif, social, culturel. On le sort, ça devient un objet mort. Donc, par exemple, les statues, si vous connaissez, je ne sais pas si vous avez l'idée des statues dans les temples indiens, c'est on apporte des fleurs, on apporte à manger, on les lave avec du lait ou de l'huile, on les chérit, on leur parle. Voilà. Ou, je ne sais pas, on va dans des lieux, devant les saints, ou peu importe. On prend cela, on sort, ce n'est plus qu'un morceau de pierre. C'est un morceau de pierre, ça n'a plus du tout la même. Je veux dire, vous n'allez pas aller au musée Guimet, devant une statue de Shiva, porter vos fleurs, faire ça ne peut pas exister. L'objet doit être complètement détaché et devenir un objet d'art. Alors d'ailleurs, je ne sais pas quel mot employer, je dis objet parce que je ne sais pas. Donc ça, c'était les problèmes déjà. Et le problème le plus important, c'est qu'à La Réunion, vous n'avez pas d'objet matériel qui existe vraiment avant, on pourrait dire, 1920. Vous avez mes grandes maisons des maîtres, mais vous n'avez pas, par exemple, vous n'avez aucun objet qui témoignera de la vie d'un esclavisé. Aucun. Tout a été détruit ou effacé, tout ça, parce que leur vie ne comptait pas. Leur vie n'avait pas d'importance, donc personne n'a songé à les garder. Pareil, enfin, la vie des pauvres, tout ça, il n'y a rien. Donc finalement, vous n'avez pas d'objet, pratiquement sur la plus grande partie de l'histoire de cette île. Donc moi, ce que j'ai proposé, j'ai dit, bon, on va faire un musée sans objet. C'est-à-dire que ça ne partira pas de l'objet. Parce que s'il n'y a pas d'objet, il n'y aura pas d'histoire. Mais si, il y a des histoires. Donc on va partir des récits, on va partir des histoires. Et c'est les histoires qui vont constituer quelque chose. Donc pour vous donner un exemple, par exemple, on peut retrouver la trace d'une jeune femme capturée au Mozambique. On peut retrouver cette trace dans les registres du bateau négrier sur la côte du Mozambique. Donc on sait. Et en général, il y avait un peu plus ou moins l'origine, même si c'était bon, vaguement. On peut dire, bah tiens, si elle vient de là, qu'est-ce que c'était l'organisation sociale, culturelle, politique de cette région, du Mozambique? C'était quoi? Quel était le chemin de traite? Parce qu'il n'y en avait pas 25. Hein. Où est-ce qu'elle était? Dans quel baraquement? Quel genre de baraquement on les mettait? Combien de temps, plus ou moins? Quel est le bateau? Quels étaient les genres de bateaux qui amenaient ça de la côte du Mozambique à l'île de la Réunion? Et on peut retrouver sa trace, là, quand elle est vendue à la Réunion. Elle est vendue dans telle propriété, à tel propriétaire. C'est quoi cette propriété à l'époque? Qu'est-ce qu'ils font? Comment elle est faite? Tout ça. Donc on n'a pas sa voix directe, parce que personne ne s'est occupé d'avoir la voix de cette femme, mais on peut quand même lui redonner de l'existence à travers cette reconstitution à partir de fragments. Donc on aurait accepté qu'il y ait des vides dans nos récits, parce que finalement, évidemment, on n'est pas en Europe avec les biographies depuis l'ancêtre jusqu'à aujourd'hui, mais ça fait partie justement de l'histoire décolonisée, quoi. Ça fait partie, et puis la transmission orale. Donc là, on aurait vu comment c'était transmis par la langue créole, ou par les rites, ou par des chants. Donc c'était ça l'idée. Donc l'idée était d'avoir pratiquement pas d'objet. La dernière chose aussi, on voulait pas avoir, par exemple, on nous disait, mais vous pouvez acheter un code noir, parce qu'il y a quand même des codes noirs. Mais on disait, mais on ne va pas quand même donner de l'argent pour un code qui était un code esclavagiste. Je dis, on ne va pas en plus donner de l'argent à des gens pour un document qui est en train d'exprimer la servitude. Je veux dire, puis encore, je veux dire, c'est la tête à l'envers. Si on veut nous l'offrir, on le prendra, mais on ne va pas l'acheter.
Ensuite, moi, particulièrement, j'étais opposée particulièrement à ça parce que vous avez un code authentique, enfin authentique d'époque, le 17e, 18e, vous allez le mettre sous verre, vous allez le conserver. Donc vous le transformez en texte sacré, comme un texte qui doit être comme ça. Mais ce n'est pas un texte sacré, c'est un code de loi inique, horrible. Donc ce qu'on avait proposé, c'est qu'on en aurait acheté une centaine en livre de poche, qu'on aurait mis dans un panier, et qu'on pouvait lire, chacun pouvait lire, et s'arrêter sur un article. Et là, en groupe, on discutait, mais alors cet article 14, là, il signifie quoi, comment il... Et de redonner à ce code ce qu'il a été, c'est-à-dire un code de loi, et non pas un texte qui serait de l'équivalent de la Bible, du Coran ou du Talmud. Je veux dire, donc c'était aussi et il y avait aussi pour nous les questions de conservation, parce que la conservation, ça a été évidemment inventé en Europe pour conserver les choses. Alors il y a une très grande science de la conservation en Europe, et c'est très bien. Mais simplement, ça impose une certaine relation à l'objet. L'objet doit être conservé pour les siècles et les siècles. Et il y a beaucoup de cultures qui n'ont pas du tout cette conception de la sacralité de l'objet. Je veux dire, l'objet peut disparaître, et puis on en fait d'autres. Comme vous le savez, par exemple, au Japon, régulièrement, on reconstruit des temples sur le modèle même de celui qu'il y avait au XIe siècle. Donc vous allez le visiter, vous croyez visiter quelque chose du XIe siècle, vous visitez quelque chose du XXe, de la fin du XXe. Mais c'est exactement fait. Il n'y a pas la même relation à l'authentique, à la conservation. Donc il faut se poser la question de la conservation, particulièrement aujourd'hui avec le désastre climatique, avec toutes ces questions. Il faut se poser qu'est-ce qu'on veut conserver, pourquoi. Les musées occidentaux sont plein d'objets dont ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus quoi faire, on n'en voit que 10%. Donc il y a aussi un côté d'accumulation, un côté complètement patrimoine patriarcal. Là. On garde tout. Même, je ne sais pas, l'armoire de l'arrière-grand-mère dont on ne veut plus, mais qu'on est obligé de garder parce qu'elle devrait être gardée. Donc il y a aussi cette relation, qu'est-ce qu'il faut garder ? Pourquoi c'est devenu une obligation ? Pourquoi c'est lié si fortement la conservation à la mémoire ? Pourquoi c'est devenu comme ça ? C'est-à-dire que, comme si on ne pouvait pas avoir d'autre manière de se remémorer. Donc ça pose vraiment ces questions, ce qui fait que aujourd'hui, plein d'objets sont gardés et ne sont plus investis, mais ils doivent être gardés, absolument, alors qu'ils n'existent plus, ils n'ont plus de sens. Et dans certaines, d'ailleurs, par rapport à cette conservation, au musée de Vancouver, dans l'ouest du Canada, il y a un grand musée ethnologique de toute la population autochtone de la région, qui était très coloniale, et puis là, depuis plusieurs années, le musée a repris contact avec les communautés, comment on peut faire pour changer les choses. Alors, par rapport à la conservation, ce que je voudrais vous dire, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait d'immenses totems magnifiques, qui avaient été donc par souci de préservation et de conservation. Et les communautés disent aujourd'hui, mais ça, c'était pour rester dehors, au vent, à la pluie, et disparaître, et puis on en aurait construit d'autres. En les prenant, vous fixez une esthétique. D'une certaine manière, vous coupez la création, quoi. Parce qu'après tout, ça aurait disparu, on aurait fait d'autres, peut-être différents, tout ça. Vous fixez quelque chose, vous fixez une esthétique, vous nous dites, c'est ça votre totem de ce peuple, etc. Et voilà. Et donc, ça pose vraiment des questions, pour moi, qui sont les questions d'aujourd'hui, qui tentent de mettre fin au modèle, à ce modèle. Maintenant, que faire de ces musées ? Ils sont là. Hein. Après, il y a toute la question de la restitution, tout ça. Mais je pense que ces musées ne doivent pas faire peser le poids de leurs crimes sur les personnes du Sud, sur les peuples du Sud. C'est-à-dire, aidez-nous à décoloniser le musée. Vous avez volé, tant pis pour vous. Hein. Maintenant, faites avec votre vol. Hein. Maintenant, votre maison elle est complètement pleine. Tant pis. Hein. Tant pis pour vous. C'est pas Et puis, bon, il y a évidemment la question des restitutions qui n'est pas toujours aussi simple de la manière qu'elle est présentée. Il y a des peuples qui ne veulent pas. Ils ont dit, vous avez volé, on ne veut plus rien savoir, on ne veut pas rien avoir à faire avec vous, on ne veut pas vous parler. Il y en a d'autres qui craignent le retour d'objets qui étaient des objets sacrés, qui peuvent perturber absolument la communauté avec leur retour. Il y en a d'autres qui disaient, là aussi des communautés autochtones au Brésil, qui disaient, mais ça va revenir, puis ça va aller au musée national de Sao Paulo, de Rio, mais pour nous, ça ne nous fait rien, on ne les verra pas non plus. Ça ne sera pas restitué à nous. Ça sera, je veux dire, donc dans le musée national qui continuera un récit national où nous, peuple autochtone, nous sommes totalement minorés, marginalisés.
Donc en fait, finalement, derrière, évidemment, la question qui a été soulevée de cet immense vol, mais bon, pour moi qui visite dès que je vais dans une ville des musées, je suis parfois quand même, je dois dire moi-même encore surprise, je vais dans une petite ville en Belgique, en Allemagne, en Italie, je trouve des objets du continent africain, du continent asiatique. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Ça a été une, je sais pas, ça a été une avidité sans fin, quoi. Il y en a toujours, il y en a quand même toujours. Alors que dans un musée du Sud, vous ne trouverez jamais de meubles de la Bavière ou du Limousin. Jamais. Jamais. Ni même de statues de la Vierge, etc. Hein. Donc il n'y a pas du tout. Alors qu'il y a des musées, hein. Il y a des musées nationaux, hein. Par exemple le musée à Delhi, où vous voyez quand même aussi plein de choses de l'archéologie indienne, ou des statues, tout ça. Ça, c'est d'autres problèmes. Mais vous n'avez pas du tout ce. C'est les musées d'art contemporain, mais là, c'est autre chose. Hein. Les musées d'art contemporain, ils leur font des peintres. Mais vous n'avez pas, je vous assure, d'avoir jamais vu à Taïwan un salon de la Bavière reconstitué. Jamais. Ou de. Enfin, peu importe. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Les musées nationaux sont souvent nationaux, d'ailleurs, dans le Sud. C'est-à-dire, en Indonésie, ils vous parleront d'Indonésie. Ils ne vont pas aller chercher des objets en Thaïlande ou au Japon. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est pas du tout le même rapport même si c'est des imitations du musée, c'est pas du tout le même rapport à ce que c'est que la représentation de la communauté par l'objet. Enfin, c'est un musée qui n'a pas eu, le musée dont je parle, le musée sans objet n'a jamais vu le jour, parce qu'il y a une opposition locale et nationale, et qui a gagné. Donc 10 ans de travail ont été effacés. Voilà. Donc, là, j'ai oublié le musée. Voilà. Une dernière question, et puis on va laisser la parole au public. Je voulais que tu abordes aussi un peu la question de l'épistémologie, le vocabulaire. Comment la colonialité, même dans le vocabulaire, dans les mots de tous les jours, dans les mots, comment ça continue et... Tu penses à quoi là? Je pense au vocabulaire dans les pays sous-développés, les pays tiers-monde. Enfin voilà, comment Ben oui, il y a une division du monde. Il y a une division du monde entre vie qui compte et vie qui ne compte pas, qui continue quand même. On le voit tout le temps. On le voit quand même en ce moment où il y a plus de 20 000 morts à Gaza. Et c'est comme si c'était des personnes qui n'avaient pas de nom, qui n'avaient pas de réalité humaine, quoi. C'est un nombre, on dit un nombre. Mais on ne voit pas des visages, on voit pas des... Je veux dire, il n'y a pas de nom. Donc la coupure dans ce terme Black Lives Matter a été très fort pour montrer que vraiment elles comptent, elles doivent compter au sens de compter numéralement, de compter aussi sous toutes ses formes. Le vocabulaire du sous-développement, oui, du rattrapage par exemple, c'est-à-dire de la question du rattrapage qui n'est jamais rattrapé finalement, c'est-à-dire tout ce qui fait peser aussi les mots de ce qui manque, ce qui a manqué. Donc là, il n'y a pas de technologie, ça manque d'industrie, ça manque de technologie, tout ça, on va l'apporter les ingénieurs. Tout ça a été une catastrophe. La révolution verte en Inde a été une catastrophe, sous prétexte d'apporter de la technologie, de faire qu'il n'y ait plus de famine, tout ça. C'était certaines graines qui ont été imposées, certaines manières de planter, ce qui entraîne aujourd'hui des nombres importants de suicides parmi les paysans indiens. Donc il y a tout un mot tout un mot et des images qui continuent à refléter. Même on le voit par exemple, même aujourd'hui dans la question du désastre climatique, ce qui est mis en avant, ce sont les soucis des pays du Nord, des pays riches du Nord, et pas ceux du Sud qui sont ceux qui sont le plus touchés aujourd'hui en fait. Et même par exemple aussi ce qu'il faut peut-être voir, c'est aussi les fantômes ou je sais pas les présences spectrales du colonialisme dans les désastres climatiques, les inondations de début de l'année au Pakistan qui ont été dévastatrices, l'étaient comme une des conséquences de la politique coloniale britannique. Ils arrivent dans cette région qui est extrêmement fertile, le Sindh, et c'était des petites fermes, et ils vont donner ça à défaut d'eau en réagissant des grands domaines de nouveau pour faire de l'indigo et d'autres cultures dont les Britanniques avaient besoin. Donc des monopoles, de nouveau, le modèle de la plantation. Ça va assécher, ça va combler certains canaux pour ouvrir d'autres, parce que tout l'objectif, c'est de faire... ce qui fait que quand il y a les inondations, voilà.
Donc il y a aussi une explication à avoir pour, pas seulement du vocabulaire, mais de la manière dont les choses sont expliquées. La catastrophe naturelle est expliquée, alors que, bon, évidemment, le fait qu'il y ait des inondations, c'est des inondations. La pluie, elle n'est pas là pour dire, voilà, je vais quand même viser cet endroit. Mais les conséquences dévastatrices sont quand même, le colonialisme en est responsable. C'est comme le grand incendie sur l'île de Maui. C'était les grandes... ils arrivent, les Américains, quand ils colonisent Hawaï, et ils imposent la monoculture de la canne à sucre. Et puis la canne à sucre et puis l'ananas. Hein. Puis ça ne rapporte plus dans les années 90. Donc, et la spéculation, hôtel, ruisseaux, tout ça, tu vois, de luxe. Et dans les grands endroits où il y avait des plantations, pour quand même qu'il y ait une forme de, comment dire, de paysage, ils mettent une plante, une herbe qui est très inflammable. Très inflammable. Et donc quand le feu a commencé, ça a pris dans la plaine, comme on dit, et ça a tout brûlé, tu vois. Mais donc cette fabrication aussi de la nature qui est naturelle, qui devient, tu vois, banalisée, qui est naturalisée. Un autre exemple, là où on voulait faire construire le musée à La Réunion, c'est dans une savane. Alors on commence à dire, ben, on va planter des arbres, tout ça pour faire reverdir. On nous dit non, c'est un paysage naturel. Alors moi, qui savais que ça n'était pas un, je vais quand même aux archives, je sors tous les trucs, où les marins racontent que quand ils arrivaient, c'était couvert de forêts, et même c'était de loin, c'était là qu'ils repéraient que l'île arrivait, parce qu'ils voyaient ce truc vert, là, carrément vert, qui était donc en haut d'une falaise. Alors je leur montre ça, tout ça, parce qu'en fait, ils ont déboisé tout ça, et maintenant il y a une savane qu'ils entretiennent pour faire un paysage de savane, donc ils brûlent régulièrement, et pour maintenant, c'est devenu une photo, quoi. Ça fait partie des photos, des cartes postales de l'île de La Réunion. Alors on apporte ça, tu vois, ça n'a rien changé. C'est un paysage naturel. Donc aussi dans le vocabulaire, il y a aussi la naturalisation de choses qui n'étaient absolument pas là, mais qui sont naturalisées. C'est aussi l'écart entre, dans le vocabulaire, c'est entre l'objectif de la modernisation et les effets de la modernisation. C'est-à-dire ce que certains appellent la violence lente, c'est-à-dire celle qu'on ne voit pas tout de suite, celle qui va être même vue un siècle peut-être plus tard, ou des décennies plus tard. Donc le vocabulaire, c'est un vocabulaire du progrès, de la découverte, constamment de la découverte, du progrès, de la technique plus importante que tous les savoirs, que toutes les connaissances. Donc, par exemple, toutes les connaissances qu'avaient les peuples autochtones de l'eau, ou les peuples africains de l'eau, de comment gérer tout cela, et sont effacées au profit de ça. Problème maintenant, il n'y a plus d'eau, etc. Enfin, ça manque d'eau. Donc, c'est aussi ça. Dans le vocabulaire, c'est évidemment, il y a tiers-monde, sous-développé, mais il y a aussi la manière de présenter ce qui serait naturel. Alors que ça n'est pas du tout, ça a été fabriqué. Tu vois, c'était fabriqué. Donc, il y a ça aussi, tu vois, cette naturalisation de choses complètement iniques, quoi. Oui, mais... Et puis de faire porter la responsabilité sur un manque de connaissances, sur un manque de savoir, sur un manque de technique, tu vois. Voilà, il manque de ça, c'est pour ça qu'il y a ça, s'ils avaient, tu vois. Et, mais aujourd'hui, avec le désastre climatique, ce qui est vraiment mis en lumière, c'est comment ça a été une destruction, et c'est continue une destruction systémique des milieux de vie pour les êtres humains et les espèces non humaines. Enfin, de toute façon, là, on ne voit pas du tout comment... Et ils ne veulent pas... je veux dire, ceux qui sont au pouvoir ou les grandes corporations ne vont pas arrêter. Ils ne vont pas arrêter. Donc, il y a aussi, ça, c'est aussi l'esprit de ce que des théoriciens appellent le capitalisme racial, patriarcal. C'est-à-dire pas seulement capitalisme, mais aussi qu'il est racial, parce qu'il racialise, et puis il est patriarcal, parce qu'il... Non pas parce que c'est que des bonhommes derrière, mais parce qu'il sert une certaine structure de la société, une certaine organisation sociale. Et on voit aujourd'hui, la force de cela aussi. Donc il y a le colonial, mais il y a aussi quand même tout un nouvel néolibéralisme qui n'est pas nécessairement lié au colonial. Je veux dire, qui n'a pas nécessairement la même logique. Le néolibéralisme, c'est d'imposer à l'État le fait que l'État abandonne tout le service public. Ça, c'est la première chose. C'est détruire l'État, détruire les services publics. Ça, c'est le néolibéralisme.
c'est pas nécessairement la même chose que ce qui est de démocratie libérale issue du colonial. Donc on a les deux choses parfois qui se superposent, elles ne sont pas nécessairement égales. Donc se superposent aujourd'hui ces traces, ces permanents, et ce néolibéralisme qui arrive dans les années 90, qui quand même, dont s'impose la grande expérimentation, ça sera le Chili, de Pinochet. L'objectif, c'était de tout détruire, absolument tout détruire, qu'il n'y ait plus les pensions, tout ça, hein, ça a été absolument... Les Chicago Boys qui sont arrivés, ils ont tout détruit, c'était très important, et de montrer que ça réussissait, parce que le Chili, après ça a marché, vous voyez, ça marche, donc c'était appliqué partout, les programmes d'ajustement structurel sur toute l'Afrique, tout ça. Et donc on a ça, on a le désastre climatique, les effets du colonialisme et la colonialité qui perdure, et ce néolibéralisme qui se croisent, s'entrecroisent, avec des intérêts communs, parfois des intérêts divergents. Vous avez des questions? Je voudrais juste illustrer ce que tu as dit par rapport aux peuples qui ne veulent pas récupérer leurs objets. Je me souviens d'une intervention de Bénédicte Savoie, on en avait parlé, qui disait que les Camerounais ne voulaient pas récupérer les statues volées par la colonie parce qu'elles avaient perdu leur âme et que, allons savoir ce qui s'était passé pendant tout ce temps-là. Et je cherche le nom d'un danseur, mais peut-être que Franck le connaît, qui a trouvé une façon de restituer ces statues à la population camerounaise, parce que comme tu l'as dit si bien, des objets sans mouvement, c'est une pure choséification inutile, alors que quand elles sont reprises dans une pratique contemporaine artistique, là c'était le cas. Donc le danseur, mais je pense que tu le connais, il s'appelle Juan quelque chose. Non, Faustin Yindikula. Yindikula, oui c'est ça. Il n'est pas camerounais. Il est camerounais. Il est camerounais, puisqu'il Non, était avec Pas elle. Faustin. Ah non, c'est pas ça. Et donc, enfin bref, Zora Snake. ce gars, enfin moi je crois qu'il s'appelait Juan quelque chose, il a repris ces statues et il les remet en scène dans le quotidien camerounais, au milieu des places publiques, pour leur redonner une place. Et je pense que c'est une façon justement de revisiter ce patrimoine volé, c'est que les artistes s'en emparent pour en faire autre chose. Et c'était vraiment intéressant de voir comment une pratique contemporaine de danse permettait à une population de se réapproprier ces objets. Et ça, c'est un peu ce que tu disais par rapport aux gens qui ne veulent pas récupérer leurs objets. Et bon, il y a ça d'un côté, et puis aussi le fait que, de toute façon, dans les commémorations, même quand on n'est pas dans un registre colonial, si on n'est pas dans une revisitation de ces individus par une nouvelle façon de le spatialiser ou de mettre en scène, ben ça revient au même. C'est-à-dire qu'il faut de toute façon réactualiser un patrimoine pour qu'il prenne place dans notre espace social. Quoi. Oui, puis tu vois, on dit le musée, 62% des musées sont au nord. 62% des musées sont au nord. Donc quand on dit les musées, on peut se dire qu'on est en train de parler d'un truc du nord. Il y a 0,08% en Afrique, 0,07% dans le Proche-Orient. On n'est pas si, je veux dire, donc il y a ça déjà. Ensuite, c'est vrai que, si tu veux, même dans les musées, pour moi, il y a de l'histoire des objets, mais il y a aussi le fait qu'on continue à construire un musée dans les capitales. Tu vois. Alors, il y a un grand musée à Dakar, mais je peux te dire que la moitié des gens qui sont à Saint-Louis du Sénégal, ils ne vont pas prendre le bus pour aller ça. D'abord, c'est cher, c'est loin. On va pas à Dakar pour ça, d'ailleurs. On va aller voir pour aller voir la famille, ou pour prendre l'avion, ou quoi faire. Donc, il y a aussi une conception de la manière, tu vois, qui est vraiment, pour moi, problématique. L'architecture, tu vois, il faut toujours que ce soit un grand geste architectural. Bon, le geste, c'est tellement un geste que quand tu rentres dedans, comme le musée de Branly fait tout noir, tu vois rien. De toute façon, je me souviens, par exemple, justement, quand je dis d'inventer, tu vois, il y a eu, à un moment donné, un projet en Guyane française, d'un musée, et bien évidemment, il allait être à Cayenne. Mais les gens de Saint-Louis du Maroni ne vont jamais à Cayenne. D'abord, c'est la ville coloniale, administrative, tout ça, ils ne veulent pas y aller, tu vois, puis c'est loin, puis pourquoi y aller?
Et alors j'avais proposé, mais je dis, mais pourquoi vous ne faites pas des musées ambulants? Tu vois, des musées ambulants. Alors j'avais proposé, parce qu'il y a les deux grands fleuves, là, il y a San et puis l'autre, j'arrive plus, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin, celui qui fait frontière avec le Brésil. Et alors il y a deux fleuves. Non, le Maroni, c'est à droite. Celui qui a bon, je vais dire une bêtise, donc je me tais. Et beaucoup de villages amérindiens ou de villes sont sur le bord de ces fleuves, normal. Donc moi j'avais dit, on met comme un chapiteau de cirque sur un petit bateau, et puis on descend, on arrive au village, on ouvre, on fait l'exposition, on reste 15 jours, on discute avec les gens comme il y a, on replie après, pop, on recommence, on va dans l'autre, tout ça, puis l'année prochaine on repasse, en plus ça fait quelque chose qui se poursuit, on discute avec les gens de quels sont les objets, comment. Je veux dire, il y a plein de solutions. Je veux dire, il n'y a pas une seule solution. Le gros musée fait par le grand architecte dans la capitale, où personne ne va aller, c'est trop cher déjà. Quand j'étais aussi à Rio, il y avait un immense musée, le musée de demain, parce que maintenant il y a plein de musées de demain et du futur, qui en général te fichent une trouille totale, parce que tu te dis si c'est ça demain, je préfère regarder le passé. Bon. Et il y avait des gens devant qui vendaient des choses, je leur demandais, vous êtes allés? J'ai dit, absolument pas, on ne peut pas se le permettre. On n'a pas les moyens. On vient devant parce qu'on sait qu'il y a des touristes qui vont pouvoir peut-être vendre 3 trucs, mais jamais. Donc il y a aussi ce que le musée représente très rapidement pour des tas de populations, un endroit où on ne va pas, un endroit qui n'est pas pour nous. Donc ça, après on te dit, les publics, on a une politique de diversité des publics, tout ça c'est de la blague. Et ça, pour moi, par exemple, alors il y a aujourd'hui des petits musées communautaires, des petites choses comme ça qui montrent pour moi le chemin de ce que ça pourrait être, qui montrent des manières de faire qui seraient possibles. À Belo Horizonte, il y a un prêtre de la théologie de la libération qui a fait un musée où il y a des objets qui peuvent être empruntés. Donc, par exemple, il y a des tambours, il m'avait montré sa collection de tambours, et il y a des gens qui peuvent venir dire, mais non, on a besoin d'un tambour pour une cérémonie, là, est-ce qu'on peut en emprunter? Bah oui, d'accord, etc. Et les gens les rapportent, quoi, c'est pas du tout. Tu as ça, tu avais aussi au Pérou, à Lima, pendant un moment, je ne sais plus si ça se poursuit, mais c'était encore il y a quelques années, enfin on ne dit pas favelas pour le Pérou, mais enfin dans les quartiers très pauvres, il y avait des collectifs qui proposaient de construire une pièce, quand une famille avait besoin d'une pièce, le collectif disait, on va venir pour la construire. Bon, je ne sais pas, il y avait un enfant de plus, enfin peu importe. À condition que pendant 3 mois, vous acceptiez que cette pièce serve d'espace d'exposition. Puis dans 3 mois, vous l'aurez. Ah ouais, super, etc. Donc, et en fait, ça a donné envie à d'autres personnes d'offrir leur salon. Et alors, on avait visité, il y avait 2-3 maisons où les salons avaient été transformés en petit espace d'exposition pendant un petit moment. Parce qu'en fait, ça crée une émulation. Et alors, c'était une autre relation, évidemment, quand on rentre dans le salon de quelqu'un, c'est pas la même chose. Donc, il y avait ça, qu'est-ce que je connais? Enfin, il y a plein de petites plein d'initiatives qui sont en rapport avec le désir de préserver quelque chose, contre justement ce qui est perçu comme un rouleau compresseur d'effacement et de silencement, vraiment, avec des tas de cochonneries qui sont à vendre, des tas d'objets, je dirais, et puis des tas de manières de parler, tout ça, qui font disparaître des cultures. Donc, une forme de résistance, mais qui justement a compris que ça ne pouvait pas être dans le musée, sans nécessairement théoriser le truc, mais qui a tout de suite compris, et qui cherche comment faire, qui cherche des choses. Sinon, par exemple, dans les musées, dans ce musée de Vancouver, il y a des peuples autochtones qui ont dit, on vous laisse les objets, mais alors, vous avez des salles, et on vient, on prend les objets, et on fait nos rituels dans les salles. On les garde, les objets restent là le temps qu'ils se déchargent de leur énergie, tout ça. Après, vous pouvez les remettre. Il y a d'autres objets, les peuples ont dit, on n'a pas encore décidé, donc vous pouvez garder le cartel, mais vous mettez un drap noir sur l'objet. Donc tu regardes, puis tu vois les objets couverts de noir, puis il y a le cartel, et puis qui explique pourquoi on ne peut pas les voir. Il y en a d'autres, par exemple, il y avait aussi des objets que j'avais trouvé intéressants, parce que ça, c'était un ancêtre qui les avait vendus pour sauver son peuple de la famine, vendu à un missionnaire. Et quand les descendants avaient compris ça, ils avaient dit on veut pas les reprendre parce que ça serait, comment on dit, pas dénier, enfin ça serait accuser notre grand-père, enfin dénigrer, je vois, enfin, notre ancêtre, comme s'il avait eu tort de le faire. Or il l'a fait pour sauver son peuple.
Donc on va respecter ça, mais on veut nous ajouter quelque chose pour dire que justement ces objets sont là pour avoir sauvé de la famine, cette famine qui était provoquée par les missionnaires qui ont acheté les objets, etc. Donc voilà, alors là, il y a une installation qui explique ça. Donc il y a aussi plusieurs niveaux qui peuvent être faits. Mais pour moi, la question des objets, des musées, c'est bien sûr tout ça, mais c'est aussi combien est payée la femme de ménage, combien sont payés les gars, pourquoi ils doivent rester debout pendant 25 heures, et c'est toujours des hommes noirs, genre 95%. Combien sont payés ceux qui s'occupent de la cuisine, ceux qui s'occupent des techniciens, tout ça. Pourquoi une femme de ménage est 10 fois moins payée qu'une curatrice qui ne sert pas je veux dire, parce que s'il n'y avait pas la femme de ménage, il n'y aurait pas de curatrice. Donc pourquoi elle a autant de valeur sociale que la curatrice? Pourquoi sa valeur sociale est diminuée par rapport à ça? Pour moi, le musée, c'est pas seulement ce qui est sur les murs, c'est toute l'organisation sociale qui indique des hiérarchies de genre, de classe, de race, tout ça. Donc c'est aussi ça, changer le musée. Parce que quand on me dit, oui, mais on va faire des choses comme ça... Ouais, mais combien est payée la femme de ménage? Ça, c'est vrai pour tous les appareils Tout. d'État. Absolument. Mais si tu veux, dans le musée, là, ce que le musée a réussi, moi, je tire mon chapeau, hein, c'est qu'ils ont réussi à se présenter comme un endroit neutre. C'est la beauté. Tu rentres dans le moment de la beauté. Je veux dire que, d'abord, en plus, il y a vraiment de belles choses souvent. Donc, tu es là, tu dis rien. Et tu as appris à rentrer silencieusement. Tu es discipliné, tu as appris à discipliner l'endroit. Je dis beaucoup plus que dans d'autres institutions, quoi. Quand tu rentres dans je sais pas moi, même quand tu rentres dans une mairie, ça, tu ne peux pas parler comme ça, je peux parler normalement. Non, ils ont réussi leur truc, il faut quand même leur reconnaître que... Où ça? Là, derrière toi. Derrière moi? Le jeune homme, là, qui lève le bras. Toi? Ah, moi, pardon. Non, c'est juste une petite histoire pour continuer là-dessus qui, je pense, qu'elle est intéressante parce qu'elle a été créée par les personnes elles-mêmes. J'ai pas mal travaillé à Bali et il y a déjà assez longtemps, une quinzaine d'années avant que la Hollande se mette au pas de il faut qu'on commence à restituer, en tout cas qu'on fasse le catalogue des objets qu'on a dans l'énorme musée colonial hollandais qui est gigantesque. À Bali, en fait, 2 fois par an, il y a la célébration de Saraswati, qui est donc la déesse du savoir, de la culture et des arts. Et donc on sort tous ces livres, on sort tous ces objets et on les fait bénir. Et donc ils ont exigé de la part du musée colonial de La Haye, enfin en tout cas hollandais, qu'ils ont énormément de manuscrits sacrés, qui sont des textes de loi villageois, qui sont en même temps sacrés, religieux et des textes de loi. Et ils en ont les lontards qui sont sur des feuilles de palmier. Ils en ont une énorme collection qui était morte dans les sous-sols. Et donc ils ont exigé que des prêtres brahmines viennent 2 fois par an, et donc ça fait un bordel incroyable pour un responsable de musée. Ah oui, c'est vrai. Il faut sortir, Paris, il y a de l'encens, ça dure 3 jours. Et ils ont un peu commencé à gagner la bataille en disant bah, rendez-nous, puis nous on s'en occupera. Ouais. Donc il y a effectivement des stratégies. Il y a des stratégies. Oui, parce que là où aussi ce que tu dis, c'est important, c'est de rappeler que c'est pas seulement des objets, c'est des archives, des documents, des livres, énormes. Et ça, on a très peu accès. Et ça, je pense que la restitution, ça devrait être l'ouverture des documentations, l'ouverture des archives, pas seulement l'ouverture des collections. Ça doit être vraiment l'accès absolument facilité, des bourses payées pour que les gens viennent, les gens de différents peuples viennent. Ça voudra dire, ben c'est ça, la réparation. Parce qu'il y a certainement des peuples qui ne savent même pas, quand tu vois le nombre d'objets, tu es sûr qu'il y en a qui viendraient. J'avais des gens justement d'Indonésie qui me disaient qu'ils avaient d'abord aussi que c'était mal identifié. Ils regardaient et disaient mais non, mais ça c'est pas non mais ça c'est pas de ce style, c'est ça. Donc parce que c'était pris au 19e, je sais pas quoi, donc tout ça c'était, je sais pas, ça c'est des Java, tac. Et il y a ça, et puis aussi ils se rendaient compte qu'il y avait beaucoup plus d'objets que eux-mêmes ne pensaient, à Branly notamment. Ils n'avaient absolument pas. Donc il y a tout ça, il y a tout ce qui est caché. Tout ce qui est caché et qui est le plus difficile parce que
les conservateurs acceptent que tu vois ce qui est exposé, mais alors rentrer dans les collections, pour eux, c'est vraiment, alors là, c'est le sein du sein. Là, c'est oulala, ça leur fait mal, là, ça leur fait vraiment mal. Puis ils disent que ça va contaminer, tout ça. Mais alors du coup, tout est là, quoi, si tu veux. Il y a plein d'objets qui appartiennent à des tas de gens, mais on ne peut pas les voir parce que notre présence contaminerait ces objets qui nous appartiennent, tu vois. Donc, et comme le disait très très bien une femme, je crois que d'Afrique, je sais pas quoi, ils veulent bien nos objets, mais pas nous. Donc nos objets, oui, mais nous, non. Et c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est un peu l'histoire que je raconte pour le musée de l'immigration, l'occupation des sans-papiers, là, qui dure pendant plusieurs mois. Et c'était au début, le musée était déjà ouvert. Hein. Et les sans-papiers occupent plusieurs Chinois, Maghrébins, Africains. Puis la direction, au bout d'un moment, dit oui, mais enfin, ils ne savent pas vraiment se tenir. Il y a des problèmes d'hygiène, il y a des problèmes tout ça. En fait, nous, c'est pour leur souci, hein, c'est pour leur sécurité qu'on fait ça. Donc, on va les expulser parce que quand même, voilà, on se soucie de leur bien-être. Et puis, le musée, il peut pas fonctionner. Et je trouve que c'est très, très symptomatique du fait, symbolique du fait que leurs objets, oui, eux, non. Parlons des noms de rues, vu qu'il y a le questionnaire, bon, on a vu ce qu'on a été pour Toulon, mais dans d'autres pays, d'autres cultures, comment est-ce qu'on nomme les rues? Aux États-Unis, c'est par numéro, beaucoup. Ouais. En Angleterre, c'est des noms pas nécessairement. En Angleterre, il y a beaucoup de statues coloniales, hein, très importants, un peu comme en France. Dans les rues, ça dépend parce que les villes ont été beaucoup plus autonomes qu'en France. Hein. Ici, c'est quand même la Troisième République qui a énormément pesé là-dessus. Là-bas, il y a plus d'autonomie. Donc parfois, c'est des noms vraiment, je sais pas, de lieux, les fleurs, les oiseaux. Et puis les grands hommes. Les grands hommes. C'est un peu pareil. Allemagne, c'est aussi pareil, c'est des faits historiques, des grands hommes. Enfin, l'Europe, c'est plutôt ça. Pour parler de ça. L'Europe, c'est plutôt ça. Autour de l'histoire nationale, le calme régional. L'Inde, c'est des noms parfois qui sont liés à l'histoire de l'endroit, du quartier. Après, en Afrique, c'est parfois des numéros. Hein, l'allée numéro tant, l'allée numéro tant. Dans beaucoup de pays d'Afrique, c'est des numéros. Enfin, l'Europe est très, très nominative. Voilà. Elle est très nominative, beaucoup plus. Et elle a exporté ça dans des pays d'Amérique du Sud notamment, où les communautés d'origine européenne sont les plus puissantes, comme en Argentine ou au Chili. Pardon. Oui, excuse-moi, juste voulais dire, par exemple, en Afrique, à Dakar, il y a une différence entre le plateau, qui était la ville vraiment coloniale, et qui porte des noms de coloniaux, pour ainsi dire, et le reste, qui est plutôt des noms de quartiers tout bêtes, parce qu'il y avait un champ de foire, alors ça s'appelle foire. Des lieux-dits, par exemple. Des lieux-dits, voilà, c'est ça. Mais après, avec des numéros, effectivement. Alors que le plateau, c'est des noms de rues comme à Paris. Les villes coloniales, oui, elles ont des noms comme ça. On va à Pondichéry, on a la rue Duplex. Non, mais la toponymie, elle ne s'exerce pas de la même façon selon les quartiers. Les quartiers qui sont centraux et les quartiers de pouvoir font appel à une mémoire collective des gens qui ont évidemment un intérêt pour cette mémoire. Ici, c'est évidemment des amiraux, parce qu'on est dans une ville militaire, mais tout le quartier de la basse vie, c'était un quartier des petits métiers de quotidien, notamment tout ce qui a été balayé par Mayol. Les rues, c'était les lavandiers, le four à pain, le machin, le bidule. Mais bien entendu, c'était pas un quartier intéressant pour pouvoir mettre Vauban ou Colbert. Voilà. C'était lié aussi à ça, c'est parce qu'il y a aussi encore à Paris des rues qui sont liées à des noms d'artisanat. Hein. Et oui, mais ça dépend des années. Ça dépend la Troisième République a beaucoup imposé les noms. C'est ça, au XVIIIe siècle. La République, beaucoup. Ça, c'est un peu l'Europe. Il y a des rues à Paris ou des places qui ont été rebaptisées. Une ou deux. Il y a un chevalier de Saint-Georges pour remplacer, je ne sais plus le nom du criminel de Haïti, mais en ce moment on m'échappe. Mais sinon, pas beaucoup. Hein. Césaire a fait pas mal. Il y a pas mal. Si, il a changé plein de trucs. Césaire, Césaire, en Martinique. En Martinique, oui, mais pas en France. Non, pas en France.
Non, en France. Comment il s'appelle ici? Enfin, après, il y a toutes les municipalités communistes, on avait les noms, voilà. Les Garines. Voilà, et puis qui ont été changés parfois. Mais oui, ça reflète à la fois qui est au pouvoir à ce moment-là, le désir de faire se souvenir de choses. Si, là, je sais pas, moi je suis à Grigny, j'ai vu qu'il y avait un endroit Sidney Bechet. Je dis bon, pourquoi il y a Sidney Bechet à Grigny? Et puis j'apprends qu'il a vécu là-bas jusqu'à sa mort. Donc il y a eu ça aussi, des liens avec l'histoire locale. Comme salon ici. Je vous remercie déjà, je vous ai écouté avec attention et tout. C'est intéressant parce que ça suscite plein de questions de vous écouter, donc merci pour ça. Et je vais essayer d'en formuler une de questions, mais soyez indulgents parce que peut-être je vais pas y arriver. Donc j'ai lu aucun de vos livres, je suis désolé, je vais le faire, mais je vous découvre. Voilà. Si j'ai bien compris, vous utilisez le terme, donc le concept même de décolonisation pour éclairer de nombreuses stratégies d'exploitation. Jusque-là, je pense que je suis OK. Donc ça m'intéresse fortement, je trouve notamment sur des exploitations sur le vivant aujourd'hui qui sont très importantes et tout. Donc, mais ça serait peut-être une autre question que je vous poserai à part. Mais vous avez dit aussi rapidement tout à l'heure que le terme était un petit peu dévoyé en ce moment, qu'il était utilisé à toutes les sauces, et je voudrais en savoir un peu plus là-dessus, si vous pouvez nous éclairer sur ce que Alors, bon, ça c'est une des stratégies du pouvoir très assez connue. Au début, une peur d'un terme, et puis après se demander comment le terme peut être instrumentalisé ou banalisé. Je veux dire, c'est la transformation aussi de choses en marchandises, hein, en slogan. Je suis une féministe, hop, sur les t-shirts faits par les femmes en Bangladesh qui sont surexploitées, mais je porte ça. Quand j'avais créé un féministe décolonial, je me disais, il va y avoir des t-shirts qui vont arriver avec ça. Alors, en S, XS, etc. Et qu'est-ce que je vais faire? Mais bon, c'est comme les figures, je sais pas, de Che Guevara, tout ça, qui sont devenus des t-shirts. Donc ces stratégies de pacification, enfin moi ce que j'appelle de pacification, de neutralisation, elles font partie des stratégies du pouvoir. Stratégie capitaliste aussi. Oui, ben, voilà, du pouvoir de transformer les choses en marchandises. Et puis de leur donner quand même pendant un temps un côté un peu subversif quand même, hein, parce que avoir par exemple Black Lives Matter, c'est un petit moment comme ça, et puis après ça devient banal. Donc c'est de garder pendant un temps un tout petit peu du radical qu'avait une phrase, un concept, tout petit peu, mais tout en le neutralisant de plus en plus pour qu'il soit bientôt fivé de son sens. Et décolonisation, je voyais plein de musées qui se mettaient à faire des trucs, on décolonise ceci, on décolonise cela, les universités, tout ça, sans s'intéresser à la question de l'institution elle-même. Dans l'institution, elle ne changeait pas. Voilà, mais dans l'institution, on allait parler de ça. Alors évidemment, on se dit, pourquoi c'est quand même pas plus mal que de parler de ça que de ne pas en parler. Mais malgré tout, ça pouvait aussi masquer le fait qu'on ne parle pas de la structure de l'institution, comment elle perpétue par elle-même, de cette manière, des hiérarchies de genre, de classe, de race et autres. Donc c'est entre ça, tout le monde devenait décolonial, décolonisé, ça m'énervait un petit peu, parce que je trouve que c'est d'abord, parce que comme je l'ai dit, je trouve que c'est un processus pas du tout facile, pas du tout simple. D'abord, décoloniser, c'est soi-même aussi, c'est se décoloniser soi-même, et collectivement évidemment, parce que soi-même, ça ne veut pas dire tout seul. Et je me disais, mais on parle de ça comme s'il s'agissait simplement de changer de vêtements, mais c'est très dur, parce qu'on est face à des siècles de banalisation d'un vocabulaire, de naturalisation de choses qui sont absolument effrayantes, et qui sont là, oui, mais c'est le monde, il est comme ça, hein. Qu'est-ce que tu veux faire? La nature humaine, c'est comme ça, et dont on ne doit pas sous-estimer la force, pas seulement la force au sens que c'est répété, hein, mais même la force de séduction, d'attraction, parce que parfois les choses sont trop compliquées, on se dit mais c'est pas possible, oui, mais ça a toujours été comme ça, quoi. Donc la décolonisation, pour moi, ça exige vraiment d'essayer de comprendre comment les choses s'imbriquent. Et donc c'est justement de soulever cette neutralisation, de faire qu'il n'existe plus, et de regarder comment les choses sont fabriquées et interagissent, et dans ce monde
que nous avons aujourd'hui, qui est un monde absolument de plus en plus effrayant. Extrêmement brutal, extrêmement cruel, extrêmement violent, extrêmement meurtrier, avec de plus en plus de millions de gens laissés pour compte. Je veux dire, bon, les vies qui ne vont pas, ça vraiment s'augmente, le chiffre augmente. On voit des morts, je sais pas, il y a quand même 200 000 morts au Pakistan au début, les inondations, je veux dire 200 000 personnes. Alors on est là, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est comme un chiffre. Donc comment on ramène aussi l'aspect concret de la vie? Parce que tout ça, là, dans cette banalisation, c'est d'enlever tout ça, de faire tout est en apparence, en superficie, vous voyez. Une des choses, moi, qui me frappe, c'est comment on revient aux choses. Si on revenait aux choses nécessaires de la vie quotidienne, eh ben, c'est la révolution. Parce que la terre, l'eau, l'air, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, à la libre circulation, c'est la révolution. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait ça, justement. Il ne faut pas, je veux dire, tout est construit pour ça. Donc bon, c'est ça que, par exemple, ça c'est... Parce que finalement, quand on regarde comment s'est fabriquée la privatisation de la terre, le fait qu'il n'y ait plus d'accès à la terre, l'eau utilisée comme arme, à la fois pour récompenser ou pour punir, on voit les traces de la colonisation. Donc c'est pas de dire que le passé, c'est pareil, le présent et le passé. Non, ça s'inspire toujours de ça, de ces mécanismes pour... Donc c'est ça pour moi, oui. On n'est pas sorti d'un moment global, quoi, où l'extraction et l'exploitation qui exige de fait de précariser des vies, de vulnérabiliser des vies et de faire qu'il y ait des vies qui ne comptent pas, ça n'a pas beaucoup changé. Ça ne veut pas dire que c'est la même chose, mais ce mécanisme n'a pas changé. C'est absolument effrayant quand on lit ce qui se passe par exemple en ce moment au Congo. Je veux dire, c'est quand même... Donc on est là et c'est ça aussi, c'est-à-dire de reprendre la décolonisation comme quelque chose, mais non mais c'est sérieux, hein. C'est sérieux, ça veut dire arrêter ça. Et ça veut dire se poser la question, mais comment on va arrêter ça? Parce que c'est pas si simple. Mais c'est pas non plus impossible. Et justement, comment on peut arriver à ça? Par l'éducation, oui. Oui, déjà. Mais je pense aussi, bon, c'est surtout décoloniser les mentalités. Parce que, par exemple, sur le questionnaire, c'est un truc bête, hein, mais on demande le genre. Et on commence par homme. Mais pourquoi commencer par homme? Oh. Alors, on va dire que c'est une habitude. Oui. Mais ça commence aussi peut-être un peu par là. Et il y a aussi un mot qui me vient dans tout ça, c'est le mot hiérarchie. Et je pense que si dès la petite enfance, on enlève un petit peu ce système de hiérarchie pour tout, en fait, pour tout et n'importe quoi, on hiérarchise. Oui, mais là, ça veut dire que vous faites vraiment, vous subvertissez énormément profondément, parce que ces hiérarchies, il y a des intérêts ancrés là-dedans, il y a des retours extrêmement importants. Et je pense pas que, bien sûr, des mentalités, mais c'est pas que les mentalités, parce que, vous savez, il y a des tas de personnes qui vont dire, oh oui, c'est vraiment pas bien, tous ces gens qui dansent dans la rue, c'est vraiment triste, c'est quand même pas bien. Mais qui trouveront que de là à passer à faire quelque chose. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas simplement, il faut passer ensuite, il faut prendre conscience. Et passer à l'action. Et que cette conscience vous mette, effectivement, oui, dans qu'est-ce que je veux rejoindre, quel collectif, mouvement, association, parti, enfin peu importe, syndicat, enfin, mais qu'est-ce que je veux rejoindre, parce que je trouve ça insupportable, et que toute seule, je ne veux pas, voilà, là, je peux crier, mais enfin bon, voilà. Mais oui, donc la prise de conscience est importante, ce que vous dites, oui, sur la question de l'éducation, et aussi d'éveiller la curiosité. On doit absolument être curieux. Je veux dire, ça doit être une règle de vie. Rien n'est naturel. Rien. Nous ne sommes... Le monde dans lequel nous vivons, le monde social, c'est pas la Terre qui tourne autour du Soleil. Non. C'est fait par des forces sociales. Ça, là, c'est l'espace. Donc ça peut être fait autrement. Il y a des gens qui ont décidé que ça serait fait comme ça. Pourquoi? On nous a demandé notre avis. Je veux dire, est-ce que c'est vraiment là le lieu qu'il faudrait
Je dis pas c'est pas bien, hein, je dis mais Tu changes tout. mais on a le droit de se poser ces questions. On doit avoir le droit de se poser toutes ces questions. Pourquoi c'est comme ça? Comme vous dites, pourquoi c'est fait comme ça? Pourquoi c'est est-ce que c'est la meilleure? Et donc quand on dit non mais tu embêtes, mais oui il faut embêter. Pourquoi c'est comme ça? Il n'y a pas de raison. Tout devient naturel. Je vois juste une petite anecdote. J'enseignais à Berkeley un cours qui s'appelait Politique et pouvoir. Donc, premier cours, j'arrive et les élèves s'asseyent, tout ça, et j'arrive et je me mets à la table. Puis je dis plus rien. Et puis je les regarde, tout ça. Je dis vous êtes qui vous? Tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Non mais moi j'étais dans la rue là, puis j'ai vu ça, je suis rentrée, je viens voir tout ça, etc. Et eux ils s'attendaient, comme je me mettais là, c'était le professeur. Ils se sont dit c'est une folle qui sort de la rue. Et j'ai continué comme ça. Et puis après quand j'ai vu que là il y avait la folle qui commençait vraiment à monter, que peut-être la police allait être appelée, j'aurais dit, vous comprenez, nous allons faire un cours sur le pouvoir. Eh bien, le pouvoir, c'est de ne plus vous poser la question sur la manière dont les choses se font. Donc là, moi, j'arrive, je vais vous raconter n'importe quoi, vous allez prendre votre cahier, vous allez noter, sans vous demander, parce que je me suis mise à cette place, et que cette place, c'est la place du pouvoir. Et donc voilà, vous l'acceptez sans vous poser une question. Posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Pourquoi c'est fait comme ça? Mais pourquoi c'est fait? Et pourquoi on dit ça comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Comment on comprend? C'est comme je vous dis, quand j'ai fait le truc sur la banane, c'est à partir d'un objet banal, comment vous voyez comment les choses se sont construites. C'est chaque fois comme ça. Rien. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps, mais une des choses qui vous intéresse, mais vous la creusez. Vous regardez, vous vous renseignez, vous lisez. Et en fait, ça, par rapport à ce que vous dites, ça soulage beaucoup. Parce qu'on comprend pourquoi c'est comme ça. Je veux dire, ça ne tombe pas du ciel, comme on dit. Je veux dire, il y a du monde derrière, quoi. Ça peut créer des angoisses aussi. Comment? Ça peut soulager, mais ça peut créer des nouvelles angoisses aussi. Mais parce que... Mais ces nouvelles angoisses, c'est aussi parce qu'il faut qu'on réapprenne à comment agir collectivement. On a perdu, je parle en France, hein, parce qu'il y a des pays où les gens, ils savent comment faire. Ils n'ont pas oublié. Il faut, je veux dire, le début, c'est le collectif. Hein. C'est pas sorcier. Hein. C'est pas sorcier. Et puis, mais c'est vrai que parfois, on a l'impression d'avoir une machine d'une puissance... c'est un temps quoi, qui arrive, et puis on a des espèces de petites fourmis, hein, il va nous passer dessus. Quoi. Mais même, on sait bien que parfois jeter un truc dans les roues du temple, ouais, verser du sucre dans les cendres. Moi, je sais pas, mais les fourmis, elles font pas de bruit, mais on reste stratégie des fourmis. Mais je comprends ce que vous dites. Hein. Il y a des moments où on se réveille, on se dit on n'y arrivera pas. Et puis on regarde, et on se disait ça avec mon ami, là, c'est que finalement, chaque jour, partout, quelque part dans le monde, il y a quelque chose qui se passe. Partout. Il n'y a jamais un jour sans un groupe qui s'oppose à un barrage ici, sans des femmes qui font une grève, sans un collectif d'enseignants qui fait autre chose, sans des scientifiques qui décident d'être, comment ils disent, révoltés, sans des gens qui, comment on appelle ça, les gens qui qui racontent ce qui, comment dire, non, les lanceurs d'alerte. Finalement, on sait, je veux dire, beaucoup de choses sont dévoilées, hein, donc plus, et puis il faut comprendre, il faut se dire, moi je veux me dire qu'ils ont très très peur. Ils ont très peur de la pensée, de l'imagination, de l'action. Ils ne seraient pas aussi brutaux. Quand on les a vus contre les Gilets jaunes, ou contre les révoltes après l'assassinat de Naël, tout ça, mais ils tapent comme des sourds, quoi. Tapent comme des sourds. Là, ils criminalisent tout le truc. Mais c'est vraiment... Ils ont peur des mots. Ils ont peur des mots. Il y a des mots qu'on ne peut pas utiliser. Donc, il ne faut pas sous-estimer
le fait qu'effectivement, ils ont la force et la brutalité. Et puis, eux, ils n'hésitent pas à tuer, à mutiler. On les a vus à Sainte-Soline, ils n'hésitent pas, mais ça n'arrête pas le mouvement. Et je ne sais pas, une dernière chose aussi, enfin moi je dis souvent, c'est qu'il faut se dire que c'est long. Il faut se dire que c'est long. Mais l'esclavage a été aboli grâce aux esclavagisés. Les indépendances ont été gagnées contre les colonisateurs. Des mouvements, il y a des mouvements. Je veux dire, il n'y a jamais eu autant, je veux dire que ce soit les mouvements féministes, les mouvements gays, les mouvements trans, les mouvements des artistes, tout ça, c'est énorme, énorme. Donc évidemment, ils essayent, le pouvoir essaye de revenir sur ces victoires. Ça les insupporte. Quand vous voyez aux États-Unis comment ils partent en vrille sur le terme trans, je ne sais pas, c'est 0,01% de la population, je ne sais pas, j'en sais rien. Non, même moi, c'est rien. Ça les menace à ce point. Il faut se rendre compte de ce qu'ils perçoivent comme danger. Pourquoi ça les met en danger comme ça? Et bien on voit parce que en fait, parfois ça repose sur des choses assez fragiles, quoi, chez eux. Parce que sinon ils n'auraient pas avoir peur comme ça. Je veux dire, que trans ça fasse trembler l'Amérique. D'accord, ils ont la force nucléaire, mais non, il faut garder l'imagination, parce qu'ils n'en ont pas beaucoup. Ils ont simplement la force, la brutalité, et ça, ils savent s'en servir. Nous, on a l'imagination. Ça, c'est très fort. C'est la plus grande force. Et puis, on a le droit de rêver, et on a le droit d'avoir des utopies de liberté. On en a, d'ailleurs. Donc, voilà. Et puis, ils ne sont jamais morts, pardon. Non, allez-y. Justement, dans les îles qu'on place là, si vous voulez, je peux vous dire. En fait, dans les îles, moi, ce que je vois, ce qui est terrifiant, en fait, qui est décourageant. Pardon ? Dans les îles, ce qui est terrifiant et un peu décourageant, à mon égard et dans le quotidien, c'est ce qui est dans la frange, ceux qui sont devant, c'est dans les choses banales du quotidien et dans les personnes lambda, en fait. Là, c'est même plus dans le pouvoir institutionnel ou autre. C'est vraiment dans les réactions ou quand on essaie de parler d'un sujet ou sensibiliser ou dire viens, je vais aller voir une conférence sur la décolonisation et que je me prends des oh là là, mais tout de suite on veut annuler des choses, annuler l'histoire, annuler le... Et en fait, je trouve ça très violent quand ça vient de monsieur tout le monde. Je trouve que c'est encore pire. Enfin, moi, personnellement, c'est ce qui me met les bras à mon ton parce que du coup... Merci beaucoup. À bientôt. On a l'impression qu'on aurait une marge de manœuvre de proche en proche. Et en fait, moi, je trouve que c'est là où on peut se prendre d'énormes claques, en fait, des réactions, on peut justement facilement braquer. D'autant plus quand on est dans un discours, et qu'on est tout seul à ce moment-là dans la discussion, on n'est pas avec Niopar ou autre, et qu'on essaye à son petit niveau d'engager une discussion, puis de faire réagir. Et en fait, mais quel isolement, quoi, d'être dans... Et là, ça peut être très violent. Alors, personne ne m'a tapé dessus, mais je vois que c'est... j'emmerde et que j'ai cassé l'ambiance et que c'est mal perçu et après il y a cet isolement. Alors je regrette, je sais pas si j'ai bien fait ou pas, et donc il y a tout un tas de trucs là qui arrivent et voilà, je voulais ajouter ça. Non, c'est la frange qui défend, la frange critique et pas si silencieuse du tout, mais c'est tout le monde et c'est là où on pourrait prendre appui, discuter, dialoguer et créer ce collectif en fait. Et moi je trouve des impasses mais d'entrée de jeu en fait. Ça dépend parce que ces personnes ne veulent pas. Ça vous n'allez pas convaincre tout le monde. Quand je vous disais que je m'intéresse à la manière dont le consentement est créé, le consentement et les choses sont créées, c'est-à-dire mais pourquoi tu t'embêtes avec ça? Pourquoi finalement tu pourrais être tranquille, quoi? Je veux dire, pourquoi tu nous embêtes? On est en train de là, on a un repas, on est sympa, c'est sympa, et tu nous sors les trucs là, mais vraiment, c'est pas possible. Non, je sais.
moi j'étais très connue pour casser l'ambiance. Je me suis beaucoup calmée parce que c'était vraiment... Je vois, il y avait des dîners, tout le monde faisait une tête comme ça. On se dit, bon, quand même, alors on essaie maintenant de parler de choses un peu... Je sais pas, moi, t'as vu ce dernier film, ou pourquoi les cerises sont bonnes cette année, ou bon, et d'accord, non, alors évidemment, mais parce que si vous voulez, il faut qu'il y ait une machine comme ça tous les jours pour que c'est très dur pour beaucoup de personnes de soulever ce poids. C'est très dur parce que ça voudrait dire, je dois regarder ma vie. C'est une remise en question plus générale. C'est pas à propos des autres, c'est que, mais parce que si vous voulez, d'une certaine manière, si je puis dire, vous les mettez en cause en faisant ça. Parce qu'ils se disent, mais alors moi je fais rien, mais alors là, en fait, elle est en train de nous critiquer, quoi. Voilà. Et il y a une espèce de culpabilité qui se réveille et vous les embêtez, quoi, avec ça. Parce que finalement, ils étaient tranquilles jusqu'à présent, ils ne pensaient pas à tout ça. Et là, ce besoin de tranquillité, ce besoin absolu de tranquillité, il est aussi créé. D'abord, la vie n'est pas facile, les gens sont fatigués. Poser ces questions, ça veut dire se poser des questions en plus des soucis quotidiens. Et de faire ce qu'on disait, c'est-à-dire se mettre à lire, se mettre à se renseigner, à aller passer la soirée là au lieu de regarder la télé, voilà, je sais pas, ou d'être avec les copains, hein, je ne sais rien faire. Donc c'est vrai, ça demande un effort. Ça demande un effort. Et cet effort, il peut venir d'une question qu'on se pose ou de quelque chose qui est indigne, on se dit c'est pas possible comme ça. Il peut se dire aussi, parce qu'on est entraîné dans un mouvement, hein, ça on voit beaucoup par exemple dans les grèves, des gens qui au début ne voulaient pas le faire et puis d'un coup qui s'intéressent et qui se joignent et qui, toute une conscience s'éveille parce qu'on commence à discuter. Bon, pour reprendre les questions des Gilets jaunes, ça avait été très clair ça, les gens qui se parlent en disant on a brisé l'isolement. Parce que, il y a l'isolement à briser, et deux, il y a à briser ce dont vous parlez, que je ne sais pas comment appeler, le sens commun. Hein, il faut briser le sens commun, c'est-à-dire la banalisation des choses. Et qu'on se réfugie beaucoup dans ce sens commun est assez compréhensible, parce que vous leur demandez de réfléchir. Vous leur demandez de se poser des questions. Vous ne leur demandez pas directement, mais par votre intervention, vous leur signalez que, mais il y a quelque chose qui s'appelle décolonisation. Moi, ça m'intéresse, ça me dit, bon, et ils ne veulent pas y penser. Ils veulent se protéger. Les gens veulent se protéger. C'est une protection qu'on se fait aussi. Et après, on est forcé à briser cette couverture, là, cette protection par des événements où vous avez des personnes qui vont résister à tout questionnement et qui vont traverser des guerres, des génocides, des répressions, en regardant ailleurs et en se disant à la fin que ah bon, il s'est passé ça. Ça s'est beaucoup passé. Hein. Ça interroge. On a des tas d'exemples. Je veux dire, bon, si on reste en France, l'occupation en France, la guerre en Algérie, mais il y a des tas de gens qui ont continué à faire comme si tout allait bien. Non, on est dans un moment de bascule qui va durer longtemps, mais qui est où là, de toute façon, on a basculé. En question des désastre environnemental, on a basculé. Guerre permanente, on est dedans. Guerre contre les femmes, guerre contre les peuples autochtones, guerre contre les peuples africains, guerre contre les peuples, hein, pas contre les... On est dedans, on est en plein dedans. C'est-à-dire ça a été préparé, et puis comme le néo-réalisme n'a pas beaucoup d'imagination, sauf la question de comment extraire et exploiter, il est temps. Il a besoin de coloniser. Il a besoin de produire de nouvelles marchandises, d'avoir accès. Oui. Et donc là, c'est l'Amazonie ici, c'est le Congo là-bas, c'est de détruire tout. De nous laisser un monde inhabitable, qui est déjà inhabitable pour des millions de personnes aujourd'hui. Pour des millions de personnes aujourd'hui, le monde dans lequel ils vivent est déjà inhabitable et irrespirable. Ouais, c'est pas des tout, c'est des gens, oui, ça va être dur. Et puis c'est des gens qui ont des intérêts énormes, donc ils n'ont pas... Il y a quelque chose du libéralisme dont on peut dire plein de choses qui est en train d'être battu. Ouais.
qui était, je sais pas, l'organisation des contre-pouvoirs, voilà, etc. Mais quand même, voilà, qui est en train d'être combattue. Je veux dire, c'est pas pour rien que, par exemple, quand on regarde les États-Unis, que la question de qui était la Cour suprême était essentielle. Puisque ça a un tel poids là-bas. Donc on voit, et ça ici, on le voit. On voit qui est mis à la tête de quoi, tout ça, on le voit. Ah ouais. Donc oui, alors là, quels sont les contre-pouvoirs, comment les exercer, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, ce sont des questions extrêmement importantes sur lesquelles avoir beaucoup de réunions. Et avec les personnes qui vous écouteront. Parce que ça, posez pas la question des contre-pouvoirs avec les personnes qui trouvent que vous leur cassez la baraque. Ils ne vont pas aimer ça. Hein. Une dernière question, sinon on va arrêter. Ouais. Bon, ben, merci beaucoup Françoise. Merci. Si vous pouvez remplir le questionnaire et nous le rendre. Ouais.